Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis, c'est Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Icône. Nous sommes toujours là, très heureux de donner la parole à tous ceux qui veulent venir nous parler des gens qui les ont inspirés. Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui veulent nous contacter, hein. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à partager votre passion. On a deux amis qui sont venus nous voir aujourd'hui. C'est cool d'avoir un duo comme ça. Safa Qadioui, salut Safa. Salut Reda. Ça va? Oui, et toi? Première participation à Radio Ma'arif. Exact. Marhaba bik. Allah yabarak fik. Et Mouna Bouglin. Salut Mouna. Salut. Tu es déjà venu? Oui, Alors c'est Tribadra sur Twitter, c'est ça? c'est ça. Et Safa, c'est? Safa Qadioui. D'accord, super. Donc, facile à trouver. Faites-le remonter vos remarques, vos encouragements et tout ce que vous avez à leur dire. Alors, on commence par qui? Qui veut commencer? Je peux commencer. Je t'écoute. De qui est-ce que tu veux nous parler, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, je veux parler d'une réalisatrice, scénariste et productrice marocaine qui s'appelle Leila Kilani, qui est arrivée au cinéma par une voie pas très orthodoxe ou pas très commune, donc par le journalisme. Elle est entre Tanger et Rabat. Déjà, on parle de quelle période là? Elle est C'est une jeune femme, actuellement, quoi. Actuellement, oui. Elle produit maintenant. Elle produit, oui. D'accord. Elle est active, quoi. Elle est active. C'est une dame, j'ai lu dans une de ses interviews qu'elle voulait être clown quand elle était petite. Et ce qui est bien, c'est que pendant ses interviews, c'est quelqu'un de très pétillant, elle est rigolote, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie d'avoir. Elle est joyeuse. Voilà, elle a un sens de l'humour et puis elle a énormément de culture. Elle maîtrise très 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 bien ses sujets. C'est le genre de personne qu'on veut avoir comme amie. Enfin, je la connais pas et si elle m'écoute, j'aimerais bien faire sa connaissance. Donc, elle a commencé par des documentaires. Ceux qui ont fait le plus parler, c'est Tanger, le rêve des brûleurs, donc qui parle de la problématique de l'immigration clandestine par le détroit de Gibraltar. Et puis Nos lieux interdits, qui parle, si je ne veux pas dire de bêtises, du Maroc des années 70, ce qu'on appelle les années de plomb. Et pourquoi est-ce que je veux parler de cette dame ? Je veux en parler à cause de son premier film qui s'appelle Sur la planche, en arabe Al-Hafa, et je trouve que le titre en arabe est beaucoup plus parlant. Ah oui, Al-Hafa, c'est pas la planche. Voilà, il est beaucoup plus parlant que le titre en français, qui est donc son premier film et qui a été sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011. Et qui a reçu un prix. Je crois. Oui, prix du jury, mention spéciale, ainsi que 20 nominations. Alors bon, bref. Voilà. Et puis, j'ouvre une parenthèse, ces documentaires aussi ont été sélectionnés dans plusieurs festivals et ils ont reçu des prix. C'est dingue, hein, parce que je découvre son nom alors qu'apparemment elle a une grosse production et qui est reconnue pour sa qualité. Oui, exactement. Mais c'est pas un nom que... Enfin, quand tu m'as proposé cette icône, en vérité, je savais pas qui c'était. Et je trouve ça bizarre, voilà. Oui, j'y viens justement. C'est pour ça que il y a une raison. C'est pour ça que j'en parle. Donc, documentaire, premier film, quinzaine des réalisateurs. Les critiques sont dithyrambiques. Alors, moi, quand je veux voir un film d'auteur, je vais sur Télérama. Parce que, je fais confiance. Les critiques sur Télérama sont dithyrambiques. Et il y a un critique qui disait qu'il est passé en dernier, ce film. Et vous imaginez que pour un jury de festival qui doit voir, je ne sais pas trop combien de films par jour, le dernier film, c'est pas la punition, mais bon, voilà. Quel métier difficile quand même. Ouais, payer pour regarder des films. On va pas les plaindre. Oui. Il y a ça et donc Flamine. On est à peu près dans le même niveau de sacrifice. Exactement. Ouais. Nous saluons. Donc, comme elle est passée en dernier, ils étaient fatigués. Il faut leur rendre hommage. Les pauvres. Ils étaient fatigués. Voilà. Et donc, le critique a dit que, justement, il est sorti de ce film complètement transporté. Et puis, donc, il a fait sur la planche. Et ça parle de quoi sur la planche? Alors, c'est un film qui parle de 4 jeunes filles d'une vingtaine d'années. 2 qui travaillent dans l'épluchage de crevettes à Tanger. Et 2 qui travaillent dans le textile, la zone franche, donc le Graal
pour les ouvrières. Toutes les ouvrières veulent aller dans cette zone franche. Et il est porté par un personnage qui est le personnage principal de Badia, qui en veut et qui se bat, qui est entouré par ses amis. Et le film commence par la fin, donc on sait qu'il se finit mal. On sait que l'histoire se finit mal. Et malgré tout... Donc c'est une fiction en fait. C'est une fiction, Ah, ce n'est pas un parce qu'on avait commencé documentaire. avec le documentaire. Mais il y a un petit peu de documentaire là-dedans, mais c'est vraiment une fiction sur ces jeunes filles-là. Il y a de l'amitié, il y a un peu de polar. Et donc ces jeunes filles qui travaillent à l'usine le jour et la nuit alors elles vont se prostituer, elles vont voler leurs clients ou faire des larcins dans certaines villas. Et c'est en fait un peu la descente aux enfers de cette jeune fille qui dit que je ne vole pas, je me rembourse, je ne me prostitue pas, je m'amuse. Voilà, elle a Qui fabrique le discours pour se justifier. Pour se justifier, pour aussi. se déculpabiliser. Et voilà, donc elles arrivent à un niveau où il y a un point de non-retour, où elles organisent un casse qui va mal se finir. D'accord. Et pourquoi j'ai aimé ce film ? Parce que, les actrices ne sont pas professionnelles. Et à aucun moment on ne s'en rend compte. Alors Leila Kilani n'est pas la première et j'imagine que ce n'est pas la dernière à travailler avec des acteurs non professionnels, mais j'imagine la difficulté qu'il doit y avoir à diriger ce genre d'acteurs. Deuxièmement, Ou pas. il faudra demander aux réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui préfèrent avoir des non professionnels et qui se chargent de leur faire oublier la caméra et de garder leur naturel. Et il y en a qui vont avoir besoin d'un travail de précision, d'un vrai professionnel qui va transcrire les émotions comme il les veut. C'est un vrai. Mais c'est vrai qu'au Maroc, le casting sauvage, c'est quelque chose. Nabil Ayouch fait ça beaucoup. Oui, exactement. On découvre souvent des acteurs chez lui. Alors, Leila Kilani ne fait pas de casting sauvage. Elle explique ça dans une interview. Le casting sauvage, c'est quand tu vois quelqu'un dans la rue et que sa personnalité t'intéresse, tu vas lui proposer. C'est pas ça, c'est vrai. Elle, ce qu'elle fait, elle fait des appels, elle fait des castings où elle accepte tout le monde. D'accord. Et après, elle fait son tri. Non, mais je vois le casting, là, effectivement, je connais pas les noms. Sofia Issami, Mona Bahmed, c'est des filles qui sont... Et donc, celle qui joue Bedia, donc c'est une fille qui vient de Casa et qui va à Tanger pour travailler. Elle parle très vite. Des fois, on a du mal à la suivre. Et elle est très polymorphe dans le film. Elle est androgyne, elle est très féminine, elle est agressive, elle est douce. Et ce film, alors, il est tourné à Tanger, mais ce n'est pas le Tanger touristique. D'ailleurs, Tanger, on ne la voit que la nuit. On ne voit que ses rues. C'est soit il fait nuit, soit il pleut. Donc, c'est pas l'image d'Épinal qu'on a de Tanger. Et ça contraste avec la blancheur immaculée de l'usine où elles doivent décortiquer des crevettes. Dans cette usine, on a l'impression que c'est une dystopie. On a froid quand on voit, parce qu'on imagine que comme c'est des crevettes, c'est frigorifié, elles ont des cols roulés. Et puis, cette jeune femme, elle est obsédée par cette odeur de crevettes qui lui colle à la peau. Et elle passe son temps à se frotter. Il y a une frénésie de frottement avec du citron. Elle une rentre. Scène. Il y a terrible, une scène. cette scène. Elle se frotte. Et on ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce qu'elle veut frotter. Est-ce que c'est l'odeur ? Est-ce que c'est sa condition ? Voilà, c'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture. Je ne sais pas si Leila Kilani, si c'est ce qu'elle voulait faire passer. Il y a un auteur qui disait qu'une fois qu'une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, était présentée au public, elle lui appartient, donc je me permets de l'interpréter un peu comme je veux. Et cette frénésie avec le citron, elle se frotte pour pas avoir l'odeur et elle veut se débarrasser de cette condition. Voilà, ce personnage est très bien porté par cette jeune fille de 20 ans qui n'est pas actrice. Et bon, elle a ses copines autour d'elle, ses amis qui vont finir par la laisser tomber. Et ce qui est intéressant dans ce film, comme dans tout objet culturel, et ça rejoint un peu ce dont j'ai parlé de Nedali, de l'Fseh, on va dire que je vais dans des trucs un peu glauques, un peu moins bisounours que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que justement, ça nous ouvre sur des gens que on ne croise pas
forcément. Oui, déjà le monde ouvrier, je crois qu'il y a très peu de fiction sur le monde ouvrier, puisque tu parles de nettoyage de crevettes dans un... ce monde ouvrier, j'ai pas en tête beaucoup d'œuvres qui l'abordent. Exactement. Donc effectivement, c'est une plongée dans un univers qui est pas très très couvert par les œuvres. Et C'est l'univers et sa psychologie et comment ils se regardent eux, comment c'est. Oui. La hiérarchie, parce que les ouvrières de textile qui travaillent dans la zone France, c'est le top. La zone France. La zone franche. Là, mais ça marche. C'est l'euro qui se rapproche. Et les autres, en fait, c'est le bas de l'échelle. Enfin, l'euro, la compétition, pas les devises. Non. Voilà. Assurez-vous, elles sont loin. Et elles s'éloignent. Et donc, c'est cette communication de bulles, parce que quoi qu'on en dise, on vit dans des bulles. Et la culture nous permet cette ouverture-là. Et heureusement. Parce que malheureusement, on vit dans une société qui est un peu archipélisée par rapport au fait que les écoles sont. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le privé, donc tu es amené à fréquenter en tant qu'enfant les gens qui sont dans le même niveau de revenus. Et il y a très peu de mixeurs sociaux. Il y avait le foot qui faisait un peu ça, il n'y en a plus. Il y a le permis de conduire où tout le monde passe. Et il y a le vaccin, c'est vrai. Mais à part ça, tu peux dans ton rail social ne pas croiser les rails des autres catégories. Plus hautes, plus basses. Enfin, chacun a l'impression qu'il est un peu. Et effectivement, tu as raison. La culture peut permettre pas de s'immerger, mais au moins de s'intéresser à d'autres personnes. Enfin, dans les deux sens, dans tous les sens. Il y a beaucoup de films. Il y a des films sur la grande bourgeoisie marocaine. Ils existent. Ils existent ceux-là. Mais des films sur le prolétariat marocain ouvrier, c'est vrai que. Il y a sur la planche. Il y a Sophia aussi. Sophia, je crois. Oui, qui est sorti il y a 2 ans. C'est Leila Kinani aussi? Non, c'est un autre. Et justement, c'est l'intérêt de l'objet culturel. On a l'habitude de regarder les blockbusters américains qui sont loin de nous. Et c'est pour ça que j'aime bien le cinéma d'auteur, quel que soit le pays. Quel que soit le pays, le cinéma d'auteur nous permet justement de toucher cette diversité et ces gens-là, enfin des personnes, moi je dis qu'on croise sans voir et voilà. Et justement, je tiens pour cela remercier l'Union européenne d'organiser chaque année la semaine du cinéma européen où on a l'occasion d'avoir du vrai cinéma d'auteur que nos cinémas marocains n'ont peut-être pas l'occasion parce que il y a des sorties. Il y a une exigence de rentabilité qui fait que ça concentre la programmation vers des risques zéro. Enfin, voilà, et grâce à ça, c'est la joie du capitalisme. Voilà, et grâce à ça, on peut avoir accès à ce cinéma. On n'a pas beaucoup de salles de cinéma. Pardon ? Voilà. Et après, les salles, c'est les petites salles qui restent. On n'est plus dans le cinéma des années 80. Voilà. Je veux dire, par rapport à ce film, qu'on n'en sort pas comme on est rentré. Non, tu ne sors pas indemne de ce film. Il te marque à vie. Alors, répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des pistes pour nous expliquer pourquoi nous ne connaissions pas, enfin moi en tout cas, Hamza, tu connaissais ? Non, voilà. Donc on était 2 à ne pas connaître ce nom. Il est sorti en 2011 ou 2012. Non, est-ce que la dame se protège des médias ? Est-ce que... non, alors elle a fait pas mal de. Alors moi j'ai pour préparer le podcast, elle a fait des interviews sur Medi 1, sur Hit Radio, enfin pour celles que j'ai vues. Mais justement, c'est le sujet. Non, parce que moi je vois un peu comment les médias fonctionnent. Tu as un film dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou tu as un film en compétition. Quel que soit le film, tu vas avoir des choses passer. Elle a dû avoir des articles à l'époque, mais je crois qu'on n'aime pas beaucoup les films qui montrent une certaine image du pays que les gens n'ont pas envie de voir aussi. On n'a pas dépassé ça, non ? Pas encore ? Je ne sais pas. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu parler la Sicile qui est décrite sous l'angle de la mafia depuis 50 ans, s'il devait faire la gueule. Ben oui. Et c'est pour ça que, justement, une réalisatrice de cette trempe, pourquoi est-ce qu'elle n'a qu'un seul film ? Nous, on attend. Si elle nous entend, on attend avec impatience son 2e, son 3e, son 10e film. Parce que le premier, et j'imagine que les budgets n'ont pas dû être mirobolants, c'est vraiment du cinéma d'auteur, avec les budgets de cinéma d'auteur que ça implique. Elle a fait un travail merveilleux. Et le mouvement de la caméra. Oui, il y a beaucoup de caméras à l'épaule. Et elle est très proche de ses personnages. Et ça me rappelle une petite capsule qu'a fait El Qsiyar sur Casanegra,
c'est exactement la même chose. La ville est elle-même personnage du film. Et on la voit fermée, on voit pas la mer, on voit que des rues, des murs, les villas, etc. Alors, il y a eu quelques critiques françaises qui ont dit que oui, c'était une description de ce que peut être la jeunesse arabe, etc. Moi, je trouve que le critique qui a dit ça, il est complètement passé à côté, parce que ça décrit la jeunesse en règle générale. Et ces jeunes filles, elles ont 20 ans. Et la condition de la femme aussi. Et la condition de la femme. Et ces jeunes filles, elles ont 20 ans. Elles n'ont pas à avoir toute cette responsabilité-là sur le dos. C'est l'âge de l'insouciance, c'est l'âge de la découverte. Ce n'est pas l'âge de travailler, de vivre dans une pièce avec toilette sur le palier, de devoir se prostituer pour pouvoir vivre. Voilà, et j'ai vu des films sud-américains qui traitaient de la même problématique. Donc c'est le problème de cette jeunesse qui est à la marge et donc qui est al-hafa. Voilà, merci beaucoup. Écoute, on a envie de le voir. C'est pas où, il faut chercher, mais on a envie de le voir. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube, carrément. Bon, écoute, allons-y. On va finir ce podcast, on va y aller. Merci beaucoup, Moula. Je t'en prie. Super. Alors, Safa, qu'est-ce que tu as pour nous dans ton catalogue? Tu as un gros livre, je ne sais pas ce que c'est. C'est les œuvres de la personne à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Et je ne vais pas m'éloigner de la thématique de Mouna, qui est de parler des gens marginaux, d'une société qu'on n'aimerait pas... Il y a tellement de gens marginaux chez nous qu'on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas marginal. Si tout le monde n'est pas à la marge. Et du coup, il y a le centre, il n'y a rien. C'est comme, attends, excuse-moi, petite anecdote, je me rappelle quand on nous expliquait qu'on faisait de la musique underground, que c'est le premier, on a vu la taille du festival du boulevard des jeunes musiciens, quand on est sorti de la petite salle de la Folle qui était, mon salon dansait, elle avait 400 places, on s'est retrouvé dans le stade du Coq, un stade de rugby qui était blindé, mais quels que soient les groupes, hein. C'est-à-dire, il pouvait avoir, les gens venaient, quoi. Puis après, on s'est dit, mais je sais pas si on est l'underground, enfin, c'est pas tellement à la marche, quoi. Enfin, c'est la norme. Je sais pas. Alors, je t'écoute. Qui est cet homme? Alors, c'est Mohamed Zfzaf. D'accord. On est en 2009 et la presse parle d'une polémique autour de l'éducation nationale, de journaux partisans, conservateurs qui crient fort qu'il y a un livre qui s'appelle... Il s'insurge. Il s'insurge. Ils voudraient retirer du programme, ils appellent au retrait du programme d'un livre, Mouhawalat Aïch de Mohamed Zfzaf, qui était dans le programme déjà depuis 2006, depuis 3 ans déjà, pour les collégiens du brevet. Donc ils avaient ça au programme et c'était pas bien. On est en 2009, donc la presse se saisit, on voit partout dans la presse, il y a même Al Jazeera qui ont fait un document qui va interviewer les journalistes proches du PJD, qui disent que c'est un livre qui promeut, on a dans la notion de la culture propre à l'époque, voilà, de l'art propre. Et donc, c'est un livre qui promeut un art inacceptable, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Il va inciter les nashi'a, comme il disait à des choses qu'ils ne devraient pas faire. L'alcool, la prostitution, voilà. Et il faudrait le retirer. On ne veut pas interdire le livre, mais il n'est pas apte à ce que les enfants de 14-15 ans le lisent et aient un esprit critique pour analyser ça, le regard critique de l'auteur. Et donc, cette polémique, à l'époque, ça m'a renvoyé quelques années, une vingtaine d'années plus tôt, où je voyais quelqu'un qui essayait de traduire ce livre, pour son projet de fin d'études, et ça lui a été interdit. Et c'est la première fois que je vais m'intéresser au livre de Mohamed Zfzaf. Et il y a une tension terrible. Ça fait monter le récit. Le suspense. Est-ce que le livre que tu as, c'est pas ce livre? C'est une compilation. Ce livre est là, mais il fait partie. Il fait partie. D'accord. Voilà, en fait, c'est l'œuvre de Mohamed Zfzaf. Qu'y a-t-il donc dans ce livre? Rien, une description c'est connu. Le livre Mouhawalat Aïch est connu. C'est un livre qui se laisse lire. Très très fluide. D'ailleurs, l'œuvre de Mohamed Zfzaf, que ce soit pour la poésie, pour les romans, c'est quelque chose que tu peux lire en une soirée. C'est un livre que tu peux prendre et tu lis. C'est du récit, c'est quoi? C'est du roman. D'accord. C'est du roman, c'est de la fiction. C'est de l'arabe, c'est de l'arabe, c'est en arabe classique. Et puis il y a aussi darija quand il faut darija sur les dialogues. Parce que oui, sur les dialogues, sur les situations, c'est le Maroc. C'est le Maroc.
Et c'est donc, le Maroc de quelle époque? Des années où il vivait, lui, c'est-à-dire les années 60, les années 70 et 80, jusqu'à ce qu'il arrête d'écrire. Mais sans filtre. Sans filtre, voilà. Il décrit, il va, waqi'i, avec une facilité de récit qui te met vraiment, ça te propulse dans la situation, tu regardes et puis tu vois, il décrit sans phare ni état d'âme la situation des gens des bas-fonds, les gens dans les bidonvilles, la cellule familiale. La misère dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que la survie, la maman, comment elle gère la situation, le papa qui est violent, qui fait rien, qui demande à ce que le fils aille chercher à manger, le fils qui passe du statut de bon à rien, marginalisé, mis de côté dans la tête des parents, à fils à qui on sert la plus belle part du peu de viande que nous avons lorsqu'il commence à faire rentrer de l'argent. Bon, ça, c'est ce livre. Il y a d'autres livres. Il y a Al-Mar'a wal-Warda qui est son premier livre qui aussi décrit les relations hommes-femmes, mais par le prisme de la situation des gens qui se sentent marginalisés. Et donc c'est ça, Mohamed Zefzaf. L'œuvre de Mohamed Zefzaf, elle vient aussi de son vécu. Il est né autour de 1900. Alors un coup c'est 1943, un coup c'est 1945, mais en tout cas il est né dans les années 40. Il est de Souk Larba. Il a eu une enfance un peu difficile. Son papa est décédé quand il avait 5 ans. Il a commencé sa scolarité à Souk Larba, puis il est allé à Knetra. Il a un diplôme il est philosophe. Il a eu un diplôme de philosophie à l'université. Puis il a été nommé prof d'arabe. Il a intégré le collège. D'abord à Knetra, ensuite il est venu ici, à Ma'arif, où il s'est installé. Voilà. Où il s'est installé jusqu'à... Voilà. Exactement. Alors, il s'est installé et... parenthèse pour signaler justement que le fait qu'il ait un centre culturel rue de Jura à son nom montre qu'il a une reconnaissance, cet auteur. Il n'a pas été... c'est un nom qui sonne chez nous. Oui. Malgré la dureté de son œuvre et le côté peut-être difficile à avaler, de la plonger dans la misère et dans la violence dans toutes ses formes, c'est un auteur qui est respecté, quoi. Effectivement, mais on va dire que le Centre culturel Mohamed Zefzaf, c'est à titre posthume. Faut pas trop en demander. Voilà. Parce que bon là, voilà. Donc n'exagère pas. Voilà comment moi je le porte. Comment il nous plonge dans cette. C'est à la fois esthétique, profond, dur. C'est un peu comme ce que Mouna décrivait sur le film sur la planche, mais tu le lis et tu te plonges dedans. Et donc il va venir à Casa, il va enseigner, puis il va se consacrer à son écriture. Il loue un appartement ici. Peu de gens à l'époque savaient qui il était. Il s'occupait de la bibliothèque du collège ou du lycée où il enseignait. Et il disait lui-même qu'il sortait pas beaucoup. Il avait des tortues. Et il avait tout le temps des enfants autour de lui. Les enfants du voisinage. Donc il s'imprégnait de son voisinage. C'était ça sa vie. Et puis il rencontrait des amis du cercle des écrivains et des intellectuels au mythique Café de la Presse. Donc c'était ça son monde. Là, on est chez nous, là. Oui, dans tout ce qu'on raconte. Voilà. Et en fait, il fait pas de vagues par rapport à ce qu'il écrit. Donc, il est publié au Maroc, il est reconnu à l'étranger. Il n'a pas reçu de prix de sang vivant ici au Maroc, mais par contre, quand il est décédé en 2001, il a été malade et puis il est décédé à l'âge de 58 ans. Plutôt jeune, ouais. Ouais. Quand on lui pose la question sur son art, il dit que la culture, c'est le peuple. Tout à l'heure, on a parlé de underground. Il le dit dans une interview, il parle en français, où il dit les gens qui lisent mes œuvres, qui lisent mes livres, ils voient la description de ce qu'on appelle l'underground, la marge. Et il dit j'ai toujours parlé des marginaux ou si vous voulez, les marginalisés. Et c'est un monde que l'on ne connaît pas bien, effectivement. Voilà. Et il faut y vivre, il dit il faut y vivre pour le connaître. Et c'est là où on dit qu'il a pas écrit de récits autobiographiques comme a fait Mohamed Choukri par exemple. On pourrait les comparer tous les deux. Mais il a distillé sa vie dans ses romans. D'accord. On le reconnaît dans ses romans. Il dit que c'est pas des reportages qu'il fait, mais ce sont des textes littéraires d'un écrivain comme un politicien, sauf que le politicien peut changer, il peut changer de posture, il peut changer lui-même, mais que l'écrivain n'a pas le droit de changer. Et donc, il vient de ce monde-là qu'il décrit et qu'on voit dans tous ses livres, Al-Mar'a wal-Warda, Muhawalat Aish,
tout. Alors j'en oublie, mais. Je vais les dire. Je suis sur un. Voilà, le serpent et la mer. Ça, c'est à lire aussi. C'est le renard qui apparaît et disparaît, comme ça, selon la version que vous cherchez. Tentative de vie, donc tu en as parlé. La femme et la rose, tu en as parlé. C'est son premier roman. Dialogue au bout de la nuit. Je suis sur un article qui évoque Céline. Alors, est-ce que c'est une comparaison qui vous semble pertinente ou pas? Non. Alors, ça peut être non. J'ai vu des comparaisons avec James Joyce aussi, l'Irlandais. D'accord. Voilà. Mais moi, je le trouve unique. C'est-à-dire qu'on peut le lire un été et puis l'année d'après le relire et on a toujours la même. Au diable les comparaisons. Voilà. Il ressemble au Mohamed Zevzef. C'est Mohamed Zevzef. Voilà. Tu as raison. Il se laisse non, mais lire. quand tu en parlais, tu as parlé de Choukli, mais c'est vrai que quand tu mets de bout à bout Choukli, le pain nu, Shraibi, le passé simple, et il y a quand même une tradition, j'ai envie de dire, d'exploration de la dureté sociale de l'environnement dans lequel ces gens ont grandi. Tu le sens, et je suis assez. En fait, je suis en train de me rendre compte que le Maroc, même dans ses composantes peut-être conservatrices, etc., a accepté ces gens. Le Maroc a accepté ces gens. Le Maroc alors bien sûr, le pain lui a été interdit, tout ce que tu veux, mais c'est des gens qui, dans leur entourage, ont été acceptés. Ils n'ont pas été mis au banc de la société, ils n'ont pas été, ils avaient une vie sociale, peut-être pas flamboyante, n'ont pas été portés comme peut être un grand auteur en Europe dans les grands salons et couverts d'or, mais les Marocains ont la figure de l'auteur, un peu peut-être excessif, un peu avec des modes de vie qui sont peut-être pas ceux que la morale générale accepte, mais il se trouve que cette figure existe chez nous, quoi. Oui, elle existe chez nous. Après, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire ils sont acceptés chez nous. Ils sont acceptés à partir du moment où on les met pas. C'est pas des auteurs qu'on va voir en prime time à la télé. Non. C'est pas. On n'est pas dans une. Non, mais je parle des gens. Les gens, je parle de. Ils ont tous un statut. Ils ont tous un statut local. Oui. Ouais, ils ont tous un statut local. Choukli, tu savais où le trouver. Oui, à Tanger, voilà. Driss Shraibi était très accessible. Je ne connais pas Zevzef, même si, peut-être on est dans le même coin. Donc peut-être j'ai pas fréquenté, je l'ai pas connu, mais l'écrivain, c'est une figure qui appartient à notre société. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Malgré le fait qu'il y aura des gens qui vont gueuler sur machin, c'est choquant, c'est pas une bonne image, c'est pas à montrer. Oui, il y a ça, et en même temps, il y a le fait que c'est un personnage qui fait partie de notre entourage. Effectivement. Mais ça reste très confidentiel. C'est ça ce que j'allais dire. Et comme dit Safa, il y a des auteurs qui sont propulsés au devant de la scène, qu'on voit régulièrement. Ça ne diminue pas du tout la valeur de leurs écrits. Mais il y a des auteurs qui sont assez confidentiels, qui restent pas marginalisés, mais des auteurs de l'underground, justement, qui... Moi, je veux pas rentrer dans... On va le retrouver, par exemple, dans les universités. C'était des auteurs qu'on retrouvait dans les bibliothèques, effectivement. Mais la polémique autour de son livre et de son œuvre en général, est-ce que ça a suscité à l'époque, en 2009, elle révèle cette dichotomie que nous avons. C'est une polémique sur le... Vous restez dans votre coin, vous êtes reconnu par vos pairs, par ceux qui vous lisent. Ouais. Dans son quartier, par exemple, les enfants ne savaient pas qu'ils avaient affaire à Mohamed Zevzef. Pour eux, c'est le voisin qui enseigne au collège et qui s'occupe d'eux, qui les aide à faire les devoirs. J'ai vu une émission de ces enfants qui sont devenus grands et ils disaient tous, on ne savait pas qui il était. C'était quelqu'un chez qui on allait, il nous aidait à faire nos devoirs, il était sympa, il jouait avec nous, il ne savait pas qui il était. Non, mais là, tu touches du doigt aussi un peu ce qui est le statut de l'artiste. Quand je parle du statut de l'artiste, l'auteur, c'est pas le statut administratif, bien sûr, mais le statut social, où il n'est pas évident pour tout le monde que c'est un métier. Non. C'est-à-dire que la dimension travail qui est derrière la production artistique, chez nous, elle n'est pas, je sais pas, c'est pas considérée ou pas mise en avant, mais on considère souvent ça comme soit un hobby, soit une lubie, soit le côté travail, même besogneux. C'est pas besogneux d'écrire ou de quoi que ce soit, d'écrire n'importe quoi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. Voilà, c'est rarement pris comme ça. Voilà. Et ses œuvres de son vivant étaient, par exemple, sa première œuvre, Al-Mar'a wal-Warda, La femme et la rose, a été traduite en espagnol, dans plusieurs langues. Il continue à être enseigné dans plusieurs universités.
Moi, personnellement, ça me révolte. J'aimerais bien, et d'ailleurs je l'ai vu dans une émission où ils sont allés toquer à la porte de là où ils vivaient, puis il y a quelqu'un qui est là en colocation avec d'autres personnes qui leur disait, moi je suis venu travailler à Casa, j'ai trouvé cette maison avec ces gens, je suis venu en colocation, mais personne ne m'avait dit qu'il y avait un monsieur, moi je le connais pas. Là, maintenant, vous me dites qui il est. Je vois le centre culturel qui est à côté, qui s'appelle Mohamed Zevzaf, mais cette maison devrait être le prolongement de ce centre culturel. Il devrait y avoir ici une bibliothèque, quelque chose en son nom. Et c'est ce qu'on retrouve... Tu sais, à partir du moment où même Youssef Mtechfi n'a pas été correctement honoré, voilà. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, je veux dire, c'est bon. Mais bon, si on pourrait faire un podcast entier sur le manque de reconnaissance, le problème, voilà. Ça se fait, ça pourrait être dit quasiment, on a fait, je sais pas combien de podcasts icônes, ça pourrait être probablement dit sur 80% des gens qu'on a cités. Très peu ont eu de reconnaissance de leur vivant, quelques-uns après leur décès, ça se passe très mal, très souvent au niveau financier. Quand même une tradition de l'auteur un peu maudit, voué aux ténèbres de la misère ou de la survie ou du bricolage, et qui passe toute sa vie dans la frustration de pas réussir à se consacrer à 100% à son art, avec l'idée que s'il avait pu se libérer de faire tourner les popotes respectives de chacun, tu aurais pu avoir une œuvre plus riche, plus abondante ou de meilleure qualité. C'est quelque chose qui est à peu près transversal à toute notre vie culturelle. Ouais. Mais bon. Voilà. Disons qu'on fait ce qu'on peut. On a l'occasion de le dire, voilà. On le dit, on le répète. Nous avons des icônes au Maroc, on devrait les reconnaître et être fiers d'eux surtout, parce que c'est un sentiment de fierté que de lire des gens comme ces auteurs. Il n'y a pas comme Mohamed Zevzaf, il y a des dizaines et des dizaines de gens dont on est alors fiers. Des dizaines et des dizaines de fois dans ce podcast pour nous les faire. Merci beaucoup. Merci. On a des devoirs. Il va falloir qu'on aille voir sur la planche. Oui. Sur la planche et qu'on lise Mohamed Zevzaf pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Rapide. Rapide. D'accord. Merci beaucoup les amis. Merci. Merci à toi. Produit avec le soutien de la MDJS.